Les questions que nous allons aborder sont nombreuses. Que représente le gaspillage alimentaire aujourd'hui en France? Quel est son impact environnemental? Bien sûr, comment le réduire, cet impact? Avec quelle habitude nous pouvons changer en tant que consommateurs citoyens? Et puis, quel est l'état de la réglementation en vigueur? Est-ce qu'elle est suffisante, cette réglementation? Est-ce qu'elle est respectée? Et puis, que penser enfin des modèles de valorisation des invendus? Est-ce qu'ils sont la solution? On va parler de tout ça avec les 4 invités qui sont ici à côté de moi sur ce plateau. Arash Derambar, adjoint au maire de Courbevoie chargé du développement durable et auteur de Manifeste contre le gaspillage aux éditions Fayard. Bonsoir. Bonsoir. Marie Mourad, vous êtes sociologue et consultante, spécialiste zéro gaspillage et alimentation durable, et vous avez écrit De la poubelle à l'assiette contre le gaspillage alimentaire, 10 ans de lutte en France et aux États-Unis. C'est aux éditions là de l'Harmattan. Et puis je continue le tour de table avec Martin Herbelin, cofondateur de la boulangerie Demain. Bonsoir. Bonsoir. Et Nabil Zemouri, qu'on connaît aussi sous le nom de chef Enzem, c'est comme ça, sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Alors vous êtes chef cuisinier et vous partagez vos recettes anti-gaspi et petit budget sur Instagram et sur votre chaîne YouTube. Et vous avez écrit, pour être tout à fait complète, Extraordinaire, 50 recettes du quotidien aux éditions Marabout. Voilà. Et il y a une librairie à la sortie dans le hall où vous pouvez retrouver tous ces ouvrages. Merci à tous les 4 d'être ici ce soir. Je me retourne vers vous, Marie Mourad, pour commencer. Parce que quelque part, avant de chercher des solutions au gaspillage alimentaire, moi j'aimerais bien savoir de quoi on parle. Et donc de faire un état des lieux de ce que représente le gaspillage alimentaire en France en quelques chiffres. Marie, de quoi parle-t-on ? Merci. Du coup, la question tombe bien puisque des chiffres actualisés ont été publiés par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique juste il y a 2 jours. Donc en France, on gaspille... je ne sais pas si ils vont peut-être apparaître à l'écran. Oui, mais... on a des slides qu'on va vous projeter. Donc là, effectivement, c'est le numéro 2, mais vous pouvez commencer à nous donner ces chiffres. En tout, on calcule 9,4 millions de tonnes. Donc ça inclut les parties non comestibles des aliments. Et pour la partie comestible, on est sur 4 millions de tonnes, donc ce qui représente en fait 58 kilos par personne et par an. Et parmi ces 58 kilos, il y en a donc 24 qui qui ont lieu au niveau des foyers, des ménages, donc le gaspillage de chez nous à la maison, et 34 sur le reste de la chaîne. Et en fait, le gaspillage a un impact donc déjà économique, puis environnemental et social très important, puisqu'il représenterait environ 100 € par ménage et par an. Donc c'est pas rien quand on fait la somme. Et donc aussi, une étude de l'ADEME estimait que ça représenterait 3% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc là encore, on est quand même sur des impacts assez significatifs. Sachant qu'en France, on a aussi 8 millions de personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Donc ça pose aussi un problème éthique et social d'avoir... d'un côté ce gaspillage et d'un autre côté des personnes qui ne mangent pas de façon adéquate. Oui, parce que tout ce gaspillage représente à peu près un repas par semaine, en fait, c'est ça, par Français de gaspiller. Oui, environ. Ouais. Est-ce qu'on connaît les aliments qui sont finalement les plus gaspillés? Est-ce que c'est pertinent, cette question ? Alors en fait, déjà, même les chiffres que j'ai mentionnés, il faut toujours les prendre avec précaution puisque selon les études, selon le périmètre qu'on va choisir, on peut avoir des chiffres très différents. Par exemple, là, les chiffres qui sont issus d'une méthodologie européenne que la France a décidé de suivre, ils incluent uniquement les produits perdus après la phase de récolte. Donc déjà, on a un biais parce qu'on tient pas compte de ce qui peut être perdu au niveau de la production. Donc, et c'est important. Les fruits et légumes qui peuvent être laissés en champ, etc. Alors, on sait qu'il y a des quantités significatives qui sont perdues et qui vont pas être prises en compte dans les chiffres. Donc c'est quand même un point à prendre en compte. Au niveau de l'Europe, aussi la méthodologie considère que ce qui part pour nourrir des animaux
n'est pas du gaspillage alimentaire. Et là aussi, c'est un point qui ne fait pas forcément consensus parce que s'il s'agit d'aliments qui sont consommables par des humains et qu'on les donne à des animaux, ne serait-ce qu'en termes environnementaux, on a quand même une énorme perte de ressources et d'énergie. Enfin, c'est pas du tout une voie efficace de produire des aliments parfaitement bons et de les donner à des animaux. Donc on a un problème à ce niveau-là et les chiffres sont pas toujours rigoureux. Sur le type d'aliments, on sait que évidemment, les aliments les plus périssables, comme les fruits et légumes, les produits frais, vont être ceux qui sont le plus perdus à toutes les étapes. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'il y a un enjeu sur certaines dates de péremption sur les produits frais. Et après, au niveau des chiffres de l'ADEME, il a été estimé la part des aliments encore emballés, donc qui est assez, symboliquement c'est assez choquant parce que ça veut dire que les aliments n'ont même pas été touchés. Et là, on serait sur, je l'ai noté pour pas que je dise une bêtise, la partie encore emballée, c'est 4,7 kilos par personne et par an sur les 24 kilos. Donc ils sont jetés déjà tout emballés et qui n'ont même pas été touchés en fait. Et alors, vous disiez, les fruits et les légumes sont particulièrement des produits qui sont gaspillés. Merci pour cet état des lieux. Si les chiffres peuvent effectivement prêter à caution, on se rend compte quand même de la masse et de l'ordre de grandeur de ce que représente ce gaspillage. Et on voit bien que c'est quelque chose de complètement aberrant. C'est pour ça que j'aimerais qu'on essaye de savoir ce qu'on peut faire finalement, vous, moi, nous tous, au quotidien pour réduire ce gaspillage. Alors l'ADEME, vous l'avez cité, nous donne pas mal de pistes. C'est écrit sur le site de l'ADEME. Hein. Par exemple, faire ses menus avant d'aller faire ses courses, acheter exactement les quantités dont on a besoin, acheter aussi des légumes moches, ne pas avoir peur de les choisir, ou encore cuisiner les restes. Et là, bien évidemment, c'est vers vous que je me tourne, Nabil Zemouri, parce que vous en avez fait votre spécialité de cette cuisine anti-gaspi, et peut-être particulièrement des fruits et des légumes dont parlait Marie Mourad. Pourquoi l'anti-gaspi? D'où ça vous vient ? L'anti-gaspi, c'est surtout une question d'éducation. C'est-à-dire que lorsque j'étais petit, déjà, je suis l'aîné d'une fratrie de 3 frères, 3 sœurs. Quand on a tout ce beau monde à la maison, forcément, on essaie d'user d'ingéniosité, de subterfuge pour que les repas de la veille ne soient pas forcément visibles. On les retrouve. Et l'éducation, pourquoi ? Parce que déjà, mes grands-parents, lorsqu'il y avait quelque chose à manger, je vais vous dire, ça va être très simple, qu'on gagne bien sa vie, qu'on gagne modérément sa vie ou qu'on gagne pas sa vie, on jette pas la nourriture. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des gens il y a des gens effectivement qui peinent à avoir de quoi manger. Donc, juste par ne serait-ce que solidarité, on peut déjà penser à ne pas jeter quoi que ce soit. Ensuite, là vient la question aussi du bon sens. Pour moi, c'est du bon sens. Il y a quelque chose de comestible, on le mange, on apprend juste à le cuisiner tout simplement. Et si on ne sait pas comment le cuisiner, aujourd'hui il y a des ressources formidables. Il y a Internet, il y a Google, il y a les cuisiniers, il y a les réseaux sociaux, il y a les émissions de cuisine. Il y a mon compte aussi maintenant, j'essaie de prodiguer tous les petits conseils. Donc voilà. Et alors effectivement, moi je suis la première parfois à acheter, je sais pas, les fans de carottes, le verre du chou-fleur, voilà, parce que j'ai jamais appris à le cuisiner et très honnêtement, effectivement, je sais pas quoi en faire. Alors est-ce que vous pouvez m'aider, nous aider, parce que je pense que je suis pas la seule, hein, si vous êtes honnête. Comment est-ce qu'on cuisine c'est ce qui est encore bon, mais qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans nos assiettes. L'astuce, elle est très 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 simple, c'est-à-dire que ce qu'on sait faire à partir de quelque chose, on va prendre le basilic, vous savez tous faire un pesto au basilic, tout ce qu'on sait faire à partir d'un aliment, on le juxtapose, on le transpose sur un autre aliment qui lui ressemble. La fan de carotte, la fan de radis, le verre de chou-fleur, c'est vert, ça ressemble un petit peu à une herbe fraîche, on peut en faire un pesto. La petite salade qu'on avait là, la roquette, qui commence légèrement à friper, qui commence à flétrir, pareil, c'est vert, pourquoi ne pas en faire un petit coulis, pourquoi ne pas en faire une sauce. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on s'essaye à tenter des choses nouvelles, parce que le pesto au basilic, on le mange depuis qu'on est tout petit, on sait le goût que ça a, mais lorsqu'on s'aventure vers des horizons nouveaux, parce qu'on a la curiosité de tester et de ne pas jeter, on découvre une palette aromatique qui est différente et on est content. Double satisfaction parce qu'on n'a pas jeté, satisfaction d'avoir fait avec ses propres mains et forcément, et en plus, découverte gustative.
Donc on est gagnant. Voilà. Alors, ça paraît facile à vous entendre et vous nous l'avez dit, ça vient de votre enfance, donc on peut penser d'une transmission de votre mère qui vous a donné finalement ce goût-là. Oui. Est-ce que des gens qui n'ont pas appris, qui n'ont pas eu la chance comme vous d'avoir une maman qui était ingénieuse et qui mettait la main comme ça à la pâte et qui vous a transmis tout ça, est-ce que ça s'apprend ? Alors ça s'apprend et je vais vous partager même le processus d'apprentissage qui me concerne. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu la chance formidable d'avoir des parents qui cultivent. C'est-à-dire, il y avait toujours un potager à la maison. Peu importe le petit jardin qu'on avait, on avait toujours de quoi poser des herbes fraîches, un petit pied de tomate. Et puis, fort heureusement, on a réussi à migrer vers une maison un peu plus grande, un espace un peu plus grand de jardin. Et je me suis imprégné à chaque fois qu'il y avait des produits dans le jardin, à les sentir et à les goûter à cru. Et c'est là qu'on développe la créativité. Donc, pour s'approprier un produit, pour cuisiner, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences culinaires excessives, il y a juste besoin de sentir le produit, d'être en osmose avec. On le renifle, on le goûte à cru, et vous allez voir qu'il va y avoir toute une sorte d'imagination. Là, par exemple, j'étais dans une cressonnière, du cresson, dans le 91 à Méréville, et j'ai goûté le cresson à cru, et là, tout de suite, une idée de sorbet m'est venue, alors que je ne sais pas, c'est pas ce qui saute forcément aux yeux, mais parce qu'on goûte, parce qu'on est curieux. Donc, sentez les produits, appropriez-les-vous, goûtez, accru, et après vous allez voir, vous allez avoir une multiplication par 2 de votre créativité, je pense. Voilà. Est-ce que vous nous faites envie avec une petite idée de recette pour tout à l'heure quand on va rentrer chez nous là ? Est-ce que si je parle du verre de chou-fleur, parce que c'est vrai que quand j'ai sorti cette vidéo il y a 4 ans, en cuisinant le verre de chou-fleur, beaucoup de personnes s'étaient étaient très surprises de voir que le verre de chou-fleur se mangeait. Pour vous donner un ordre d'idée, le verre de chou-fleur, c'est un goût subtil de chou-fleur, mais pas la puissance du chou-fleur. Donc on est plus sur des notes végétales et herbacées, puisqu'il est vert, et il va se cuisiner, j'ai envie de dire, comme n'importe quel produit vert. On va le blanchir dans une eau salée pour lui fixer sa belle couleur et en plus l'assaisonner, le mettre dans une eau glacée pour garder la chlorophylle, donc ce beau vert, et vous allez le faire sauter au wok, ce verre de chou-fleur. Donc je récapitule, verre de chou-fleur, on récupère les côtes, on enlève les parties blanches qui sont très épaisses, on les coupe en dés comme un oignon, comme si on émincerait un oignon, et on le cuit en même temps que la partie verte du chou-fleur. Quand je parle des côtes, c'est vraiment le tronc blanc là, des chou-fleurs, là, vous savez. Et vous faites sauter ça avec un peu d'huile de coco, ou du lait de coco, un peu de basilic, ail, gingembre. C'est plus la saison du basilic, mais voilà, les herbes qui vous plaisent, et vous allez avoir un curry vert, c'est magnifique, vraiment. Voilà, à tester tout à l'heure ou ce week-end. Merci beaucoup, Nabil Zemouri. On peut aussi, dans les gestes qu'on peut faire, donc on a vu la cuisine anti-gaspi, il y a d'autres gestes qu'on peut partager ici. C'est notre façon de changer de point de vue par rapport aux dates de consommation, nos dates de péremption. On apprend à faire la différence entre une date limite de consommation, à ne pas dépasser. Alors ça, c'est les produits frais, périssables. Et puis les dates de durabilité minimale, c'est là où on consomme de préférence avant, mais on peut consommer après. Là, on parle des pâtes, des lentilles, du riz, de la farine. Et en fait, là, il n'y a pas de risque sanitaire à dépasser ces dates. Ça fait déjà pas mal de pistes pour nous, consommateurs citoyens. Mais est-ce que c'est suffisant, Marie Mourad ? Est-ce que le gaspillage alimentaire vient uniquement des consommateurs ? Alors bien sûr que non, il n'y a pas uniquement des consommateurs. Ceci dit, le consommateur est souvent l'acteur qui est pointé du doigt. D'ailleurs, on parle souvent du consommateur comme si c'était une figure unique, un peu homogénéisée, alors qu'en pratique, il y a une multitude de consommateurs et que les pratiques sont très hétérogènes quand on mène des études sur ce qui se passe vraiment au niveau des foyers. Donc il faut nuancer ça. Et donc déjà, on dit en France que 40% du gaspillage a lieu au niveau du consommateur, donc ça laisse 60% qui a lieu sur l'ensemble de la chaîne avant d'arriver en fin de chaîne de distribution. Donc c'est déjà un élément. Et puis sur le gaspillage qui a lieu au niveau du consommateur, ça ne veut pas forcément dire qu'en fait le consommateur est responsable ou même qu'il a la main sur ce gaspillage, puisqu'en fait nos pratiques sont fortement influencées par des facteurs structurels. Donc déjà en France, et bon, du coup je vais rentrer sur des choses moins poétiques peut-être, mais on a 76% des achats qui ont lieu en grande distribution. Beaucoup de gens n'ont pas de pratique d'autoproduction ou de lien fort avec leurs producteurs, etc. Et donc dans ces circuits dominants, enfin les principaux circuits de consommation, on a des éléments qui
font que le consommateur n'est pas maître de l'offre qui lui est proposée. Il n'est pas maître non plus de la fixation des prix. Donc les prix peuvent varier et les prix ne reflètent pas forcément ni la valeur gustative et encore moins la valeur environnementale ou des conditions qui reflètent les conditions de fabrication de l'aliment. Donc il y a une distorsion à ce niveau-là. Et il y a des facteurs structurels comme les dates de consommation qui sont fixées par les industriels qui mettent en marché les produits. Donc le consommateur ne les contrôle pas, même si bien sûr il est important de bien de les comprendre et de ne pas jeter des produits juste parce qu'ils atteignent la date. Mais après, voilà, il y a des standards. Et là, par exemple, la question des fruits et légumes moches, c'est intéressant parce que ça a été un exemple souvent symbolique du gaspillage. Et on a toutes ces représentations des fruits aux formes esthétiques différentes, parfois humanisées, enfin les carottes souriantes, etc. Mais en pratique, ces produits, ils n'arrivent même pas en fait sur les rayons. Donc le consommateur n'a pas forcément le choix même de pouvoir les consommer. Il y a d'autres éléments comme les offres promotionnelles, la taille des portions, donc à la fois au restaurant et en magasin. Des pratiques marketing comme le marketing saisonnier qui va pousser à suracheter en fait ou surconsommer certains produits. Et donc on a voilà, un ensemble de facteurs qui fait que le consommateur, même si c'est lui qui gaspille, n'est pas toujours responsable. Et puis il y a tout ce qui se passe sur la chaîne de production, donc production, distribution, restauration. Donc là, pas au niveau du consommateur. Et notamment, il y a des rapports de force et des relations qui sont déséquilibrées entre les producteurs et les principaux distributeurs qui vont générer du gaspillage en amont de la chaîne, des produits qui sont rejetés, des produits qui sont donc très standardisés et des standards que les producteurs n'arrivent pas forcément à atteindre, par exemple, et qui font qu'il y a énormément de gaspillage pour des raisons plus structurelles liées à l'organisation de nos systèmes alimentaires et sur lesquels on peut agir, mais de façon différente, pas forcément par nos pratiques quotidiennes. Voilà, donc il ne faut pas non plus culpabiliser les consommateurs que nous sommes. Nous ne sommes pas les seuls responsables, même si nous pouvons agir. Arash Derambarch, vous êtes justement l'un de ceux à l'origine des premiers textes en France, et notamment de la loi Garot de février 2016. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que dit ce texte et ce qu'il a permis surtout? Alors, merci beaucoup. D'abord, je remercie beaucoup Martin, Nabil, Edwige et Marie d'être là. C'est un grand honneur parce qu'il faut que vous sachiez que Martin, Nabil et Marie sont vraiment des acteurs éminents sur l'alimentation en France, dans leurs domaines respectifs. Je remercie beaucoup les agents également, Madame Yousfi, Monsieur Olivier et Madame Hamadi, d'avoir monté avec le Festival Atmosphère ce débat. C'est très important le transfert de savoir sur un sujet aussi important. Je suis désolé de le dire, hein, c'est pas du tout pour altérer en fait la vérité, c'est que je suis le premier en fait à faire le premier texte français qui pèse vraiment et dans le monde, parce que 2016 c'est la loi qui est la plus contraignante dans le monde. On a un texte qui impose aux supermarchés de plus de 400 mètres carrés de redonner les invendus alimentaires aux associations de leur choix, sinon c'est une amende. Au départ c'était 3 750 € d'amende. On l'a fait revaloriser avec le Sénat une année plus tard à hauteur de 10 000 €. Je vous annonce là tout de suite que dans les 6 mois, il y a une proposition de loi qui va être modifiée. On va faire baisser le seuil de 400 mètres carrés à 200 mètres carrés. Alors pourquoi 400 mètres carrés? Parce que le supermarché de Monoprix, rue de l'Abreuvoir, ne voulait pas me donner les invendus alimentaires en 2014. C'était il y a 10 ans pile. Donc j'avais dit au patron de Monoprix, je lui avais dit, je vais revenir avec une loi dans 1 an et vous allez être obligé de me redonner par rapport à la superficie de votre supermarché. Que vous avez donc fait. Voilà, exactement. Il m'a dit, tu pourras pas. Et je suis revenu 1 an après, avec la loi. Et donc, il a été obligé de me la redonner. Il y a un documentaire de l'agence France Presse qui a filmé tout ça. Vous pouvez vérifier. Et donc, du coup, je suis revenu. Et puis, comme je ne me suis pas suffi, j'ai monté une pétition avec la Croix-Rouge française d'Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Une pétition qui est signée par plus d'1,6 million de citoyens européens. Il y a plus de 10 pays européens qui, aujourd'hui, font voter la loi. Je suis ensuite allé dans une 50aine de pays, dont les États-Unis. C'est pour ça qu'à l'époque, Marie Morane m'avait appelé par rapport à ce séjour que j'avais eu aux États-Unis. J'étais allé à la Maison-Blanche.
J'avais rencontré à l'époque le président Obama qui sortait de son mandat et le président Trump qui allait arriver à son... Et donc l'État californien vient de faire passer aujourd'hui, je ne sais pas si Marie est au courant. Oui, je travaille voilà. dessus depuis. Bon, donc 5 ou 6 ans. j'avais convaincu le gouverneur de faire passer évidemment l'équivalence de la législation française. Et, il y a 3 États américains là, qui dans les 8 mois vont faire passer également la loi similaire française dans les 6 mois. Et puis sur la loi française, on va faire baisser donc de 400 mètres carrés à 200 mètres carrés. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a 40 000 supermarchés à peu près. Mais sur les 40 000 supermarchés, on a à peu près 20 000 qui font plus de 400 mètres carrés. On a 20 000 qui font moins. Donc il y a eu un appel il y a 1 an des Restos du Cœur de la Banque Alimentaire qui disaient qu'ils recevaient moins de dons. Les moins de dons, c'est pour 2 raisons, notamment à cause d'une application qui s'appelle Too Good To Go. Alors ça, on va y revenir. Ouais, je vais y revenir, s'il vous mais plaît, parce que je voudrais qu'on continue à voir l'implication de ce premier texte. C'est l'ennemi de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'a permis la première loi dont on parle là, qui a pu donc être influencée d'autres textes dans le monde, et on voit l'influence que la France a pu avoir en Parce que le chiffre, le chiffre est là. Ouais. En 2015, tu pourras vérifier, la France jette 10 millions de tonnes. C'est ça. On est à 4 millions là. Voilà. Donc ça, c'est le bilan 10 ans après. Ah oui, donc je me réjouis de voir que je n'étais pas informé de ce chiffre. Ouais. Je me réjouis de voir qu'on a fait baisser ce chiffre de 6 millions de tonnes par an grâce à la loi, c'est direct. Et ça fait combien de repas qui ont pu être sauvés, distribués ? Chaque année en France, on redistribue 10 millions de repas grâce à cette loi. C'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire aux associations. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres des Restos du Cœur. Bien sûr. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est très important, il faut que les gens qui regardent ça comprennent, les chiffres qu'on vous donne sont des chiffres mensongers. C'est les lobbies qui vous font ce genre de tableau. Pourquoi ? Parce que je rejoins Marie. Ce n'est pas les ménages qui sont les responsables de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce n'est pas eux. Les responsables d'abord, c'est la grande distribution. Pourquoi ? Parce que sur la chaîne alimentaire, je voudrais vraiment que tout le monde puisse comprendre. On a une chaîne alimentaire, production, transformation, distribution, consommation. Exactement. Lorsque le producteur, qui est un petit producteur, parce qu'il est en situation de minorité, pourquoi ? Parce que cette chaîne alimentaire est tenue à 80% par un monopole de la grande distribution. 80%. Il n'y a quasiment aucun autre secteur commercial où vous avez un tel monopole. 80% est tenu par la grande distribution. La grande distribution impose un cahier des charges, comme tout à l'heure dit Marie très justement, sur les prix, sur la qualité et sur la quantité. La quantité, c'est-à-dire qu'il y a une surproduction. On demande par exemple, le producteur qui vient voir Carrefour est obligé d'amener X nombre de tomates. Du coup, il y a une surproduction. La deuxième chose, c'est la qualité. On demande que la tomate soit allongée. Nabil Zemouri, tout à l'heure, parlait avec les enfants sur les pesticides. Bien sûr, c'est important, ça fait fuir les insectes. Néanmoins, ça amène des maladies cardiovasculaires, ça amène des cancers, de l'obésité, du diabète. Et puis surtout, la fixation des prix. Il faut savoir qu'avant la loi de 2016, c'est un vrai scandale et c'était ce qui m'a valu beaucoup d'attaques, c'est que le producteur, le fermier venait, vendait sa tomate, on va dire 5, il voulait la vendre 1 €, la grande distribution lui disait non, 50 cents, et la grande distribution doublait ses prix dans ses bacs, et le soir, lorsqu'il restait des tomates, ces tomates étaient jetées avec de l'eau de Javel, ils étaient détaxés, non pas sur le prix d'achat 50 cents, mais sur le prix de vente 1 €. Donc c'est-à-dire que la grande distribution, avant la loi de 2016, gagnait de l'argent en jetant de la nourriture. La loi de 2016 a cassé tout ça, puisqu'elle impose aujourd'hui aux supermarchés de redonner les invendus alimentaires aux associations caritatives, sinon c'est une amende. Ça a changé tout le système agroalimentaire. Exactement. Et ce que j'aimerais voir aussi maintenant avec vous, je vous ai dit tout à l'heure que Courbevoie était une ville qui avait valeur d'exemple dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Et là, j'aimerais bien que vous nous disiez justement en quoi Courbevoie a été pionnière et en quoi elle a été plus loin que ce premier texte. Si vous avez 1 minute, est-ce qu'on peut passer la vidéo ? C'est bon. Si vous pouvez passer. Je vois un pouce se lever en régie, c'est plutôt bon signe. S'il vous plaît. La
ville de Courbevoie est devenue la première ville mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire suite au vote de la loi contre le gaspillage alimentaire le 11 février 2016. Cette loi a permis de sauver plus de 10 millions de repas par an, une hausse de plus de 22% du don alimentaire aux associations caritatives. Je vous remercie toutes et toutes de votre présence pour célébrer l'anniversaire de la loi contre le gaspillage alimentaire. Notre combat n'est pas celui d'un jour, d'un an ou d'une décennie. Le gaspillage, c'est une question transpartisane, c'est une question d'humanité, c'est une question de raréfaction des ressources. Ces villes, elles peuvent agir, elles peuvent décider, elles ont besoin de stratégie. Le gaspillage, c'est d'abord la conséquence d'une surconsommation. J'incite à travailler différemment les produits, à anoblir la cuisine des restes et aussi à consommer local, consommer français. Chaque année, nous intégrons dans ce processus un niveau d'exigence sur ce que nous voulons pour notre civilisation. Cette lutte contre le gaspillage alimentaire vous coûte, mesdames et messieurs, 0 €. L'objectif final pour nous, c'est de pouvoir faire passer au XXIe siècle tous les secteurs économiques pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, aider ceux qui sont démunis, d'où notamment la création d'une application et d'une carte interactive pour que les personnes puissent récupérer un sac en toute discrétion. La France, c'est un pays qui doit être modèle. Nous sommes tous liés sur cette mondialisation. Le fait que la FAO et les Nations Unies soient présents ici, c'est une marque de reconnaissance qui permet de montrer que Courbevoie est dans le bon chemin. C'est un plaisir pour nous de voir Courbevoie être candidate à ce qu'on appelle l'initiative Ville Verte de la FAO. Nous emmenons les gens de la FAO pour qu'ils puissent constater que la charte contre le gaspillage alimentaire et la loi contre le gaspillage alimentaire marchent en France. Première étape, au supermarché Intermarché rue de Besançon à Courbevoie, nous allons constater une distribution d'invendus alimentaires. Comment le supermarché est en lien avec cette association caritative, les bénévoles de la Croix-Rouge française, pour les récupérer et les redonner aux démunis. Après le supermarché Intermarché avec la Croix-Rouge, on est venu dans l'école Marcel Achard à Courbevoie pour montrer ce que la ville de Courbevoie fait concrètement dans ses écoles. L'objectif de la ville, c'est de mettre en place une alimentation saine, durable, permettant aux enfants de manger équilibré. Donc à Courbevoie, on a énormément de menus équilibrés, des menus avec beaucoup de labels, des produits bio, des produits locaux, pour effectivement que ce soit des produits sains. Notre objectif, c'est de lutter contre l'obésité infantile en appliquant les principes du GMRCN et veillant à proposer des menus équilibrés sur 20 repas successifs. La table de tri connecté, justement, nous permet de pouvoir avoir 2 indications. La première, c'est de connaître l'état de satisfaction des enfants sur le repas qui a été proposé et également le taux de gaspillage alimentaire qu'il aura généré par son plateau. La ville de Courbevoie a une implication transversale sur tous les sujets de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On est assez impressionnés, mon collègue et moi-même, sur cet engagement de Courbevoie, sur ces actions très concrètes qui sont mises en œuvre. Il y a un suivi très sérieux d'un certain nombre d'indicateurs de progrès, et ce qui fait que finalement, la ville fait figure de pionnier. Courbevoie pourrait très bien être une ville capable d'inspirer énormément de villes au sud. Et votre action, que chacun dans vos domaines particuliers, sont au cœur du devenir de notre planète, c'est-à-dire sont au cœur du devenir de l'homme. Votez vous-même cette charte contre le gaspillage alimentaire. L'objectif pour nous est très simple, la lutte contre la faim. Voilà effectivement toutes les actions mises en place par la ville de Courbevoie. Alors malgré toutes ces obligations, toutes ces contraintes et tout ce qui a été mis en place, eh bien, certains produits sont peu, voire pas vraiment redistribués. Et c'est là que je me tourne vers notre 4e invité qui n'a pas encore parlé. Il s'agit de Martin Herbelin. Ce sont les pains et les viennoiseries dont je voudrais qu'on parle maintenant. C'est à partir de ce constat justement que ces produits étaient peu ou pas redistribués que vous avez cofondé une boulangerie qui s'appelle la boulangerie Demain. Elle est située rue Saint-Maur dans le 11e à Paris. Quel est le concept de la boulangerie Demain? Tout à fait. Donc nous, en fait, on est même un dépôt de pain. Parce que nous, on ne fabrique pas de pain. Et en fait, le concept est assez simple. C'est-à-dire qu'on récupère les invendus de boulangerie pour les revendre un jour de plus à moitié prix. Et seulement un jour de plus. Et en effet, aujourd'hui, donc, on travaille avec 23 boulangeries. Et on réussit à sauver à peu près 20 000 produits comme ça, ce qui est à peu près 90% de ce qu'on récolte. Et le constat, en effet, comme vous l'avez dit, il a été fait sur le fait que sur la filière boulangerie, il y avait un peu un trou dans la raquette.
dans le sens où à Paris, et je parle vraiment à Paris, où donc les boulangers, et moi ce constat-là, je l'ai fait comme je pense beaucoup de gens, en arrivant à 19h30 dans une boulangerie, je vois qu'il y a encore plein de produits, je rentre chez moi et je me dis, bon, bah, tous ces produits-là vont aller à une association, ouf, voilà, c'est OK. Et en fait, c'est pas le cas ? Et en fait, c'est pas le cas. En discutant avec un ami boulanger, il me dit, mais tu devrais voir tout ce que je jette tous les soirs. Donc en moyenne à Paris, c'est à peu près 5 à 10% de la production d'une boulangerie qui finit à la poubelle. Et encore plus depuis le Covid, où c'est compliqué d'anticiper les flux avec le télétravail, etc. Et sur une boulangerie, en fait, vous avez généralement presque 150 à 200 références. Vous voulez proposer du choix, vous voulez avoir des vitrines remplies. Et en fait, bah, vous avez du mal à anticiper. Exactement, aujourd'hui, les gens, il fait chaud, bah, ils vont prendre moins de viennoiseries. Il y a une vraie saisonnalité en plus. Hein. C'est ce que j'ai découvert aussi avec la météo influence beaucoup. Et quand il pleut, vous avez envie de vous réconforter. Et puis quand il fait très chaud, vous avez moins envie du pain au chocolat. Ça paraît normal quand même. C'est ça, mais sur le pain aussi. Les gens consomment beaucoup moins de pain quand il fait chaud. Donc bref, c'est compliqué pour les boulangers de bien adapter leur production. Et en fait, bah, à cet ami boulanger, moi je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas des associations avec lesquelles tu travailles ? Il me dit, mais j'ai essayé d'appeler tout un tas d'associations. Et à chaque fois, soit on me dit non, vos produits c'est trop compliqué, trop frais, logistiquement c'est trop compliqué aussi de récolter de nuit. Et en fait, les seuls avec lesquels il a réussi à travailler, ça s'est fait sur 1-2 jours avec des associations finalement qui ont arrêté ou qui prennent juste les baguettes ou les sandwichs qui constituent un repas. Et donc en fait voilà, c'est là où on a fait ce constat-là et on s'est demandé si on pouvait pas créer un modèle où on serait capable de financer la collecte de ces invendus-là de nuit. Donc c'est une collecte qui se fait de nuit et c'est la principale raison pourquoi est-ce que des associations ne travaillent pas avec la boulangerie, c'est que il faut récolter entre 21h au moment où la boulangerie ferme et 5h du matin. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec un camion réfrigéré et une équipe de 2 personnes qui travaillent donc de nuit. Et cette collecte-là est financée par la vente des produits le lendemain à moitié prix. C'est un modèle que vous avez trouvé en Suisse, je crois. Hein ? Exactement. Donc c'est ça. Donc de cette discussion est né le constat de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut pas inventer des nouvelles recettes ? Ce boulanger, en l'occurrence, avait créé une recette de pain à partir de chapelure de pain, dans lequel il réincorporait 30% de chapelure de pain. Donc évidemment, la chapelure de pain, c'est du pain qui est broyé en fait, c'est ça qu'on récupère. Hein. Exactement, c'est du pain à la fin de la journée. C'est une autre manière de récupérer les invendus. Exactement. Et à ce moment-là, je dis dans ce cas-là, très bien. En fait, tout le pain que tu as, tu le passes en chapelure. Il me dit mais j'aurais de quoi faire des tonnes de chapelure et je ne peux pas tout réincorporer dans ce pain-là. Et donc c'est à ce moment-là où en fait, en discutant avec lui, on découvre qu'en Suisse existe un modèle qui existe depuis 10 ans. Et qui fonctionne exactement comme ça. Et en fait, on toque à leur porte à peu près il y a 2 ans, et eux se disent, oui, au pays de la boulangerie, quand même, en France, c'est vrai que ça pourrait exister. Et ils nous ont vraiment aidés à comprendre comment ils fonctionnaient. Il y a une particularité dans les pains que vous revendez donc le lendemain, pains que vous avez collectés, c'est qu'ils sont tous au levain. Exactement. Et alors ça, j'aimerais comprendre pourquoi on ne peut pas prendre n'importe quelle baguette. Pourquoi des pains au levain ? Voilà, c'est ça. Donc nous, on récupère tous les produits, sauf les baguettes et les sandwichs. Et donc exclusivement des boulangeries qui travaillent artisanalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même, en France, alors j'ai pas le chiffre exact, mais beaucoup de gens avancent le chiffre de 70% des boulangeries qui ne font pas leur pain au chocolat et croissant eux-mêmes. Donc voilà, on travaille qu'avec des boulangeries artisanales et qui travaillent au levain. Le levain, c'est une bactérie qui permet au pain de fermenter. Qui a été utilisé depuis tout temps, et en fait aujourd'hui il y a des pains à la levure. La levure est beaucoup plus facile à contrôler et nécessite moins de temps de fermentation, alors que le pain au levain c'est une levure donc naturelle qui nécessite que le pain fermente 24 à 48 heures, qui nécessite un vrai savoir-faire, parce que la fabrication du pain au levain aujourd'hui n'est plus enseignée en CAP en boulanger. Et donc c'est des boulangers qui ont une expérience et avec une nécessité de faire fermenter le pain 24 à 48 heures. Donc ce qui a un coût. Aujourd'hui le pain au levain est plus cher, mais par contre il se garde beaucoup mieux et en plus il est meilleur pour la santé. Mais c'est flagrant, c'est-à-dire qu'un pain au levain à la maison, si vous l'achetez, vous pouvez le garder 5 jours, même au bout du 3 4e jour, vous le faites toaster et vous pouvez même garder une semaine. Nabil Zemouri est tout à fait d'accord avec vous et opine du chef derrière. Son acidité, il garde, et du
Il est même meilleur le lendemain, pardon. Je disais le pain au levain, l'avantage, et c'est super intelligent de faire ça, c'est l'acidité s'estompe un petit peu et du coup le pain est meilleur. C'est ça qui est bien avec le levain. C'est-à-dire à l'ancienne, et c'est ce qu'il me disait et je l'ai appris, les gens préféraient consommer le pain au levain le lendemain. Voilà. Et alors, ce qui est justement assez extraordinaire dans votre initiative, c'est que du coup, alors certes, il y a un modèle économique que vous avez mis en place, mais derrière, il y a aussi toute une éducation, toute une sensibilisation au bon pain, finalement. Oui, c'est ça. En fait, bon, nous, on a vraiment démarré donc il y a à peu près 1 an avec le minimum possible. On a commencé avec 6 boulangeries, puis on est passé à 12, puis 18 et aujourd'hui donc 23. Et là, on sent qu'on ne pourrait pas faire beaucoup plus. Pardon ? Non, on récolte pas de boulangerie à Courbevoie. Ben voilà, peut-être bientôt. Aujourd'hui, on récolte donc près de 50%. C'est vrai que c'est que dans Paris pour l'instant, mais voilà comment exporter ce modèle et en faire d'autres. Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, au début, on a ouvert en se demandant un peu qui allait être nos clients. Et pour rien vous cacher, même on s'est dit peut-être qu'au bout de 3 mois, on fermera parce que les gens ne seront pas forcément très sensibles. Et en fait, aujourd'hui, on remarque qu'on a vraiment presque 70% de gens qui viennent vraiment pour le prix. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de retraités et beaucoup de gens aussi qui du coup découvrent le pain au levain, découvrent les farines anciennes aussi, Corazan, farine de petite épeautre, farine de grande épeautre, découvrent des produits qui étaient un peu hors de leur budget parce que donc c'est souvent des pains qui se retrouvent à 12 euros le kilo, exactement. Ouais. Il suffit que ça soit des beaux pains en fruits et vous montez même jusqu'à 16 euros le kilo. Sans problème, et en fait vous vous retrouvez avec un bout comme ça et très vite ça monte à 5-6 euros le petit bout qui est consommé en une journée. Donc voilà, donc là c'est vrai que chez nous le pain se situe entre 4 euros, 5 euros le kilo, avec beaucoup de pains spéciaux qui sont à 2 euros et du coup beaucoup de gens qui comme ça découvrent ce qu'est le pain au levain. Alors, votre initiative, on voit bien l'intérêt donc de ne plus gaspiller, de revaloriser ses invendus, etc. Mais, il y a un mais, ce modèle qui repose sur la valorisation des invendus, c'est un modèle qui est parfois critiqué parce qu'il se ferait, je mets un conditionnel parce qu'on va voir que c'est pas si simple, au détriment finalement des associations qui redistribuent des dons alimentaires. Et donc ça diminuerait la proportion des produits qui sont redistribués aux associations et donc aux gens qui en ont besoin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette critique sur ce modèle de valorisation des invendus, vous qui êtes finalement complètement dedans ? Oui, c'est une critique qu'on a eue, notamment pas mal sur les réseaux sociaux, Internet, alors très peu finalement en boutique. À ce moment-là, on a eu beaucoup de boulangers justement qui nous ont contactés au moment où il y a eu un peu des médias qui s'intéressaient à ce qu'on faisait, beaucoup de boulangers qui étaient, et là je parle encore une fois à Paris, qui étaient justement en disant « Ah, enfin, on va pouvoir faire quelque chose de nos invendus ». Parce que les boulangers ne jettent pas par plaisir, encore plus quand vous faites du bon pain, que vous avez... que vous êtes artisan, etc. Vous ne jetez jamais par plaisir. Et donc voilà. Et donc c'est vraiment propre à la filière boulangerie où en fait cette difficulté-là pour des associations de récolter et même ça va au-delà de la logistique. Il y a aussi le fait que des pains en levain en distribution alimentaire nécessitent forcément un couteau. C'est des pains qui vont être plus durs à mâcher parce que c'est des pains qui ont de la croûte. Donc très souvent, les collectes alimentaires préfèrent des baguettes à ce genre de produits. Il y a aussi le fait que sur les boulangeries, il y a une grosse c'est très incertain. Incertitude. Voilà, incertitude, merci. C'est très incertain la quantité de produits que vous allez avoir. Oui, c'est-à-dire que nous, quand on passe, en fait, il y a des jours où il y a 3 pains et il y a des jours il y en a 100. Donc ça c'est très variable et pour avoir discuté beaucoup aussi avec des associations parce que évidemment on s'est beaucoup renseigné avant de se lancer dans ce projet-là, en fait pour ces associations c'est de l'investissement, c'est du temps et en fait elles préfèrent largement se concentrer sur de la grande et moyenne surface où il y a des dons qui sont beaucoup plus intéressants à travailler pour constituer un repas et en beaucoup plus grosse quantité. Donc on comprend que ce modèle est tout à fait pertinent pour le secteur dans lequel vous êtes. Arash Desrambarches, je me retourne vers vous parce que vous faites partie, et vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, de ceux qui critiquent ce modèle de valorisation, de monétarisation des invendus. Expliquez-nous pourquoi. En 2016, lorsqu'il fallait confectionner la loi, je vais le dire parce qu'il y a des citoyens ici, alors que certains sont élus, certains sont dans les associations, certains sont des entrepreneurs. Et il faut dire comment ça s'est passé dans les coulisses de la loi sur le gaspillage alimentaire. Il faut comprendre que lorsque vous faites une loi, il y a différentes commissions
Vous avez les commissions sociales, vous avez les commissions entrepreneuriat. La particularité de la loi qui a été faite sur le gaspillage alimentaire en France, c'était ce que j'appelle moi une blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre éclair. En 1 an, la loi elle a été votée par le biais de différentes manœuvres, on va dire, de processus de vote. J'ai été aidé par beaucoup de députés et de sénateurs, mais la loi elle a été faite rapidement. En général, ça prend 18 mois, 24 mois, et vous passez par différentes commissions. Il faut comprendre que lorsque vous touchez un secteur aussi important, un lobby qui pèse 200 milliards, lorsque vous faites une loi, automatiquement, vous faites bouger des lignes. C'est-à-dire, en gros, lorsqu'on impose à des supermarchés qui font plus de 400 mètres carrés de redonner leurs invendus alimentaires, ça leur empêche d'obtenir du coup une défiscalisation, donc ils perdent de l'argent. Ils sont obligés de mettre en place une logistique pour redistribuer. Mais donc, là où ils perdent, vous faites émerger de l'autre côté. Et c'est ça qui est important lorsque vous êtes un élu et que vous avez une vision sur ce sujet. Vous faites émerger ce qu'on appelle une économie verte. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait une économie verte. Ce que fait Martin participe à l'économie verte du XXIe siècle. Ça crée de l'emploi, ça fait participer l'intérêt général et ça permet de contrer un fléau qu'est le gaspillage alimentaire. Moi, je vais vous dire ce qui me dérange. La grande distribution de plus de 400 mètres carrés, ça me dérange, ce qu'ils font. Parce que ça, c'est un vrai lobby qui pèse 200 milliards. Moi, je n'ai pas de pitié pour eux. C'était la guerre avec eux, on l'a gagnée. Maintenant, aujourd'hui, ils participent tous. Les 40 supermarchés, par exemple, à Courbevoie participent. En dessous, ça devient des artisans. Ça, c'est autre chose. Les artisans, il faut savoir que c'est 18 heures de travail par jour. C'est fastidieux. Ils ont beaucoup de charges. Et donc, nous, élus, on doit les aider à les faire passer dans une transition énergétique sans les contraindre. Donc, moi, quand je mets toute mon énergie pour la grande distribution de 400 mètres carrés pour les associations, parce que je souhaite que la grande distribution de plus de 400 mètres carrés, notamment en superficie, redonne, j'apporte pas la même réponse pour les supermarchés de moins de 400. Donc, je vous annonce, par exemple, que l'amende qui est de plus de 10 000 euros, qui va passer à 20 000 euros là prochainement, ne sera pas la même pour les supermarchés de moins de 400 mètres carrés. On va faire une amende, on va dire symbolique, de 500 euros, 750 euros à peu près. Mais pour les autres secteurs d'activité, je n'ai pas voulu justement dans la loi, j'ai demandé aux parlementaires de ne pas le faire, d'imposer une quelconque façon, mais de pouvoir justement créer une économie verte comme ce que fait Martin. Pourquoi ? On a un problème en France, et c'est un enjeu, je le dis notamment aux élus qui sont présents, c'est le bénévolat. Les associations, en France, il y en avait 22 avant la loi de 2016 qui bénéficiaient des dons alimentaires. Ces 22 associations, Restos du Cœur, Banquet Alimentaire, Secours Catholique, Secours Populaire, ainsi de suite, lorsque je suis arrivé sur le gaspillage alimentaire, elles m'ont toutes tombé dessus, toutes, parce que c'était un peu leur jardin privé, et ils ont dit « Non mais de quoi vous venez vous mêler? Laissez-nous gérer ça ». Je leur ai dit « Moi, je ne vais pas venir me mêler de vous ». Je me suis fait attaquer par eux quand il y a eu la loi. Ils étaient contre la loi sur le gaspillage alimentaire. Il fallait les rassurer. Je leur ai dit « Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des dons ». Vous pouvez retrouver les déclarations des Restos du Cœur, ils étaient contre la loi sur le gaspillage alimentaire de 2016. C'est ça qui est très intéressant. Ils disaient qu'il y allait avoir un surplus et on n'allait pas avoir la logistique. Du coup, on a permis l'émergence d'une nouvelle forme d'association. Ce sont les associations qui font de la distribution immédiate, notamment le soir, et qui n'ont pas les logistiques, comme la mienne. Parce que moi, je venais, par exemple, au Monoprix, je récupérais les invendus vers 20h et je les redonnais immédiatement. On appelle ça des maraudes. Parce que je n'avais pas la chambre de froid pour stocker. Donc on les donnait. Et dans les 2-3 heures, il n'y avait pas la rupture de la chaîne de froid. Que fait Martin? Que font notamment les différentes startups comme Phoenix, comme Linky? Ils font ce qu'on appelle, ils mettent en œuvre l'application d'une loi. Vous savez, une loi, c'est une forme de squelette, c'est une colonne vertébrale, mais il faut des êtres humains derrière pour la mettre en œuvre. On voit souvent parfois des gens qui font voter des lois, on appelle ça la loi Garot, mais M. Garot, il a fait voter la loi, il est parti. Il ne l'a jamais fait appliquer derrière. Non mais c'est important, pardon, je suis désolé, mais pour les citoyens, c'est important. Il faut comprendre que 10 années de travail derrière pour la faire appliquer. On ne peut pas apporter la même réponse. On peut pas apporter la même réponse pour la grande distribution que pour les boulangeries, que pour notamment les maisons de retraite, que pour la restauration hospitalière ou les cantines scolaires. Nous, à Courbevoie, par exemple, on apporte des réponses qui sont graduées et qui sont proportionnées. Il n'y a pas de réponse définitive en réalité, tout se réinvente. Mais le fait de voir émerger des start-up comme celle de Martin,
qui est un jeune. Tu as quel âge, Martin, là? 32. 32. Il a plus de 20 aujourd'hui partenariats. Ça va devenir forcément une licorne. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la loi sur le gaspillage alimentaire de 2016, vous voyez, pas l'objectif. la loi sur le gaspillage, votre je suis en train de vous expliquer, c'est que la loi sur le gaspillage alimentaire de 2016 a fait émerger des Martins. Parce que justement, ça fait émerger des chemins qui permettent justement à des Nabil, à des Martins, ou à d'autres entrepreneurs comme Jean Moreau, par exemple, de Phoenix, comme Linky. Et je me permets de vous dire, Linky, il vient d'où? C'est une application que j'avais créée avec Marc Simoncini, et on lui a transmis, qui c'est devenu Linky du coup. Ce sont ces applications-là. Mais pourquoi, par exemple, Too Good To Go, c'est la guerre avec eux? Je vais vous expliquer. Too Good To Go, pour moi, c'est vraiment, je le dis et je le répète dans tous mes interviews, dans toutes mes interventions, j'aurai 30 secondes. Ouais. Pourquoi c'est important? Mais pour moi, c'est important parce qu'il y a une forme d'imposture dans leur déclaration. Too Good To Go gagne de l'argent sur le dos du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'à 18h ce soir, ou 20h ce soir, les supermarchés sont obligés de redonner leurs invendus alimentaires. Que fait Too Good To Go? Il fait un partenariat avec un supermarché. La tomate qui doit être redonnée, eh ben, au lieu qu'elle soit redonnée à une association, elle est mise dans un panier, sans vérification. On ne sait pas qui va venir récupérer. Et du coup, l'association comme les Restos du Cœur ne pourra pas récupérer cette tomate. On va en faire un panier. Et le bourgeois, pardon de le dire, je suis un élu de droite. Donc ou étudiant, ou personne qui en bénéficie. Qui n'a pas besoin de ce repas, va venir peut-être récupérer au détriment des associations caritatives. Et ça, c'est un truc qui m'agace le plus. Voilà, donc c'est effectivement le problème de ces revalorisations, et c'est vraiment là où je voulais en venir, et je vous remercie à Raj Derambarch de l'avoir si bien expliqué. Marie Mourad, vous aussi, vous vous êtes intéressée à ce nouveau modèle, cette énergie, cette économie verte qui peut être issue de tout ça. Vous avez pointé des limites, vous avez pointé aussi des aspects positifs de cette remarchandisation des excédents alimentaires, et vous avez aussi pointé des limites du modèle du don. Donc j'aimerais que vous nous disiez un petit peu où est-ce qu'il y a des points positifs, où est-ce qu'il y a des points à revoir, et en fait, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, c'est souvent le cas. Hein. Ça va être difficile je vais essayer de résumer 10 ou 12 ans de recherche maintenant en les 5 minutes qui restent. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2012. Je veux quand même préciser qu'il y avait un pacte national contre le gaspillage alimentaire qui a été mené par le ministère de l'Agriculture à ce moment-là, et qui rassemblait différentes parties prenantes pour réfléchir ensemble de manière collaborative à des solutions possibles contre le gaspillage alimentaire, qui a ensuite contribué à ce travail législatif qui a suivi. Ensuite, il y a eu donc cette loi de 2016 de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a ciblé les supermarchés, et depuis de nombreuses mesures législatives, donc la loi de 2018 qui a suivi les états généraux de l'alimentation, et la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui ont étendu notamment l'obligation de don aux grossistes, à la restauration collective et aux industries agroalimentaires. Il y a eu aussi donc d'autres mesures comme des objectifs de réduction du gaspillage de 50%, des obligations de diagnostic, des décrets qui ont aussi visé, donc là on va en parler davantage, mais donc à améliorer la qualité du don. Donc il y a eu des décrets de 2019 qui obligent à ce que le donateur trie lui-même les produits et donne les produits 48 heures avant leur date de péremption pour qu'ils puissent être redistribués de façon efficace par les associations de redistribution. Donc, parce qu'il y avait aussi du gaspillage au sein même des dons qui étaient aux mains des associations de redistribution. C'est juste pour revenir sur l'ensemble du processus, et vous pouvez, si ça vous intéresse, lire ce qui est 10 ans de recherche. Si je me permets de continuer, parce qu'il reste... Pardon Marie, non, mais c'est important de rebondir dessus 2 secondes. Oui, rapidement, parce qu'on a beaucoup encore de questions. C'est important, mais si, c'est important. Je qu'on parle de faits, non, mais c'est important, parce que je suis faiseur, donc pardon. Là, ce dont vous parlez là, oui, à un moment donné, il faut dire la vérité. Avant 2016, il n'y avait aucune efficacité. On continuait à jeter de la... Non, mais ce que je voudrais, c'est qu'on parle d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne sur ce modèle de revalorisation. Mais à un moment donné, si on parle... Non, mais on ne peut pas altérer comme ça l'histoire législative. C'est impossible. On ne peut pas. L'idée n'est pas celle-là. L'idée est de voir comment ça se passe aujourd'hui. J'entends, j'ai fait un travail de sociologie. Oui, mais moi, j'ai fait un travail de terrain.
Il y a une grosse différence. Très bien, J'ai fait- Alors, je me permets je de crois- terminer sur... Arrache. Mais non, mais on peut l'effet- pas. un travail Vous de avez eu terrain, la vous parole, dites des je vous propose chiffres de qui sont laisser faux, Marie terminer son J'entends bien, mais argumentaire et ses elle dit une recherches, chose et on fausse. vous redonnera la parole Elle dit une ensuite, chose- de manière à ce que Fake news. vous puissiez... mais on non, peut on va quand pas même- aller là-dedans. mais on À peut ce que quand vous même, puissiez laisser Marie terminer ce qu'elle commençait à dit une dire, chose et puis fausse. ensuite, je vous redonne la parole. Elle dit une chose fausse, mais c'est important quand même de rectifier. Vous pourrez le rectifier après, je vous remercie. Je vous laisse continuer, Marie. Merci. Donc, je reviens juste sur du coup, ce que j'ai étudié ensuite dans les transformations qui ont eu lieu dans les systèmes alimentaires suite à ces réglementations et à la mobilisation d'ensemble contre le gaspillage alimentaire, qui ne passe pas que par la réglementation. Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a eu des processus de remarchandisation, donc de remise en marché de produits qui étaient auparavant jetés, qui n'avaient pas de valeur et qui désormais ont une valeur financière. Et en fait, il y a deux volets de cette marchandisation: la revente, mais aussi le don, qui est lui-même, qui dans certains cas est devenu lui-même une forme de remarchandisation, puisqu'en France, on a des incitations fiscales à hauteur de 60% du coût de revient des produits. Donc, quand une entreprise, magasin ou industrie, etc., donne des invendus alimentaires, elle a une réduction fiscale de 60% de la valeur de ces produits, qui a eu un effet d'encourager le don, mais qui peut aussi donner lieu à certains effets pervers dans certains cas, hein, pas systématiquement, mais donc de produits qui sont donnés alors qu'ils ne sont pas forcément utilisés ensuite par les associations caritatives. Et beaucoup d'associations disent qu'elles sont obligées de jeter parfois jusqu'à 15%, voire plus, des produits qui sont reçus. Donc c'est assez problématique si derrière il y a des incitations fiscales pour ces produits. Donc ça, c'est une limite. Une des limites. Une des limites du modèle du don, mais il y a eu aussi énormément de progrès dans le don, puisqu'on a d'une part les réseaux traditionnels, donc les réseaux comme les banques alimentaires, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, qui ont énormément développé leurs pratiques et développé le don à différentes échelles. On a des intermédiaires comme donc Phoenix et Linky qui étaient mentionnés et qui aident à mettre en relation les donateurs avec les entreprises qui reçoivent, et aussi améliorer la qualité du don, qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et d'autres initiatives aussi, comme par exemple Hop Hop Food, qui est assez innovante, puisque c'est une solution digitale qui permet à un individu de récupérer gratuitement des produits, mais en allant directement les chercher, donc un peu sur ce modèle de panier, mais gratuit, donc sous la forme d'un don. Donc beaucoup de positifs aussi dans ce mouvement de développement du don. Et l'autre volet de la marchandisation, donc qui est moins consensuel, c'est donc la revente de produits qui étaient auparavant jetés à petit prix. Et donc sur ces produits-là, il n'y a pas... disons que la loi oblige à donner ce qui est invendu, mais si c'est vendu... c'est pas un détournement de la loi pour un producteur de vendre lui-même ses produits. Donc ça, c'est ce que fait par exemple... ça s'est fait de différentes manières. Donc, il y a des magasins qui ont mis en place des rayons anti-gaspillage où ils vendent les produits à prix réduit, et c'est une pratique qui existait déjà depuis longtemps, mais qui s'est développée avec cette mise en avant du gaspillage alimentaire. Des initiatives aussi qui visent à vendre, par exemple, les produits moches ou des produits qui sont imparfaits à prix réduit, comme dans les épiceries Nous Anti-Gaspi, par exemple, qui se sont spécialisés en fait dans la vente de ces produits imparfaits qui étaient auparavant pas vendus. Et puis le modèle de panier, donc comme Too Good To Go, qui a eu évidemment beaucoup de succès, et que voilà, donc qui est problématique. En fait, il y a deux aspects, et ça dépend vraiment du contexte dans lequel il est utilisé, puisque si on est sur des produits pour lesquels il n'y avait pas d'issue, pas de voie d'utilisation, comme les produits de boulangerie ou les plats préparés de restaurants, etc., ça ne concurrence pas le don. Et il y a une problématique quand ces paniers sont venus concurrencer le don, puisque là, ça court-circuite des circuits qui allaient à des personnes plus démunies, et qui, dans le cas des paniers, peuvent être récupérés soit par des personnes précaires également, soit par d'autres,
bourgeois ou autres qui utilisent ces applications. Après, juste peut-être une dernière chose, c'est de dire que le modèle de don, évidemment, c'est une solution nécessaire à l'heure actuelle face à la précarité, mais que sur le long terme, c'est vraiment ce qui est important, c'est d'avoir des politiques qui vont améliorer l'accès à l'alimentation de façon donc d'agir en fait en amont et bien avant. Et dans l'idée, mais là c'est dans le monde idéal, voilà, qu'on ait un accès à l'alimentation qui ne reposerait pas sur l'utilisation de ces surplus, et il y aurait beaucoup moins de tensions. Et donc là, c'est effectivement tout un système à repenser où l'aide alimentaire ne repose plus sur les invendus et sur le don. J'aimerais bien qu'on dépasse finalement cette problématique, et je trouvais important qu'on l'aborde, et vous avez donné 2 points de vue, et on l'a bien compris, c'est un sujet qui fait polémique, et je pense qu'on ne le résoudra pas ce soir, mais en tout cas, il était important qu'on en pose les principes du débat. Après, on continuera le débat ou pas entre vous, mais peut-être que on peut peut-être se projeter maintenant sur comment on va plus loin, comment on continue cette lutte qui a commencé il y a 10 ans, et vous avez commencé à en parler à Arrache. Il y a une proposition de loi donc, pour étendre de 400 à 200 mètres carrés au supermarché de 200 mètres carrés. Quelles sont les autres initiatives qu'on peut mettre en place? J'aimerais qu'on fasse une sorte de dernier tour de table pour qu'on puisse donner des clés pour la suite et qu'on puisse terminer. Alors, je ne sais pas si on arrivera à terminer sur une note positive, mais en tout cas qu'on puisse donner quelques clés au public qui a eu la gentillesse de venir assister à cette conférence. Il nous reste, je crois, quelques petites minutes, 2 ou 3 minutes si on me fait signe de vraiment arrêter à 20h. Donc est-ce que chacun autour de cette table, d'une manière assez concise, vous pouvez donner une piste pour la suite et pour plus tard? Allez, très rapidement, moi je vais parler de ce que je sais, c'est-à-dire à l'échelle cuisine, foyer, à la maison et les ménages. Astuce pour moins gaspiller, c'est tout bête ce que je vais dire, ça va peut-être paraître coulé de sens, mais ranger les frigos, parce qu'on se rend compte qu'un frigo mal rangé, des fois on peut retrouver un produit qui a périmé parce qu'on l'avait oublié. Donc on sectorise, on hiérarchise les utilités en fonction de la péremption, on va mettre les laitiers avec les laitiers, voilà, un frigo bien rangé. Et alors l'astuce qui va peut-être valoir un peu de moquerie aussi, faites les courses avec l'estomac rempli, parce qu'un estomac vide... C'est extrêmement vrai, c'est vrai. Moi, je l'ai testé, j'achète pas les mêmes choses quand j'ai faim et quand j'ai pas faim. Donc voilà, c'est tout bête. Mangez bien et allez faire les courses. Devant les petits, les gourmandises. Et cuisiner, voilà, cuisine des restaurants. Martin. Moi, pareil, je parlerai de ce que je connais, mais ça serait plus d'un point de vue boulangerie. Une boulangerie qui n'est pas remplie, c'est plutôt bon signe. Donc ne franchissez le pas. Quand une boulangerie n'a pas besoin d'être remplie pour se dire il faut du choix, etc. Il y a maintenant même des boulangeries à Paris qui arrivent à avoir très très peu de gaspillage. Je pense à des modèles comme Mamiche, où en fait tous les produits sont tellement bons que les clients rentrent et se disent mais c'est rue Rodier dans le 9e, ça, non? Ouais, tout à fait. Il y a la queue. Les produits sont tellement bons que en fait, peu importe ce qui reste, je le prendrai. Et ça, c'est génial parce que sur la boulangerie, on sort d'un modèle où en fait, il fallait que j'ai 15 pâtisseries. Et en plus, quand vous voyez le modèle d'une boulangerie-pâtisserie, où ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre et en fait, avec des prix des matières premières qui sont importantes, en fait, le choix, je pense qu'il faut qu'on évolue un peu là-dessus, de se dire si une boulangerie qui a peu de choix, c'est comme au restaurant, on le dit de plus en plus, mais en fait, moins il y a de choix, plus c'est de la qualité. Et s'il reste quelques pains dans une boulangerie, tant mieux. Et il faut y entrer et prendre ses derniers pains, parce que si personne ne le fait, ils finissent à la poubelle. Marie, comment est-ce qu'on va plus loin? Comment est-ce qu'on se projette? En quelques mots pour terminer. Du coup, sur l'aspect législatif, il existe déjà beaucoup de dispositions. Donc, un des points d'amélioration, c'est contrôler et mettre en place les sanctions pour ces réglementations qui existent pour qu'elles soient davantage mises en œuvre. Après, améliorer le système d'incitation fiscale, c'est assez complexe à mettre en œuvre, mais pour éviter des abus de produits qui sont défiscalisés, vous nous avez exposé alors tout à qu'ensuite l'heure. ils finissent à la poubelle. Et après, vraiment, moi, je pense qu'il est important, c'est parce que du coup, on a parlé de marchandisation, mais une des problématiques de l'ensemble de ce processus, c'est la surproduction. C'est qu'en fait, ça pérennise, ça a amené des débouchés pour une surproduction qui, dans certains cas, est inévitable. Dans une proportion des pains à la fin de la journée, on ne peut pas l'éviter. Mais on sait qu'on est dans un système alimentaire où il y a une quantité de surproduction qui
qui dans certains cas est superflue. Elle est là pour offrir l'abondance, le choix. Et de revoir du coup aussi etc. nous, Donc, notre vision voilà, et nos exigences. Les normes sociales, en fait, ça passe par l'éducation, par les astuces, par ce qu'on fait chez soi, de ne pas s'attendre à avoir tout le temps des rayons pleins. Ça paraît un peu cliché de dire ça. Et donc vraiment travailler sur la prévention et des changements structurels dans l'organisation de notre système alimentaire. Et ça mène encore effectivement plus loin. On peut avoir un rôle à jouer en tant que consommateur, si on a les moyens de faire des choix différents, de passer par des circuits où il y a plus d'équilibre entre les producteurs et les distributeurs, des circuits plus locaux, etc. Mais après, c'est si on ne peut pas forcément toujours se le permettre. Et là, c'est notre rôle de consommateur citoyen, effectivement. Le prix ne reflète pas toujours ce qui est le plus bénéfique. Arash de Rambarch, comment on va plus loin? Comment on peut se projeter? Il y a une loi qu'il faudrait changer, c'est la barre des 80%. Oui. Le monopole de la grande distribution, de la faire baisser à 50%. Ça permettrait comme ça aux circuits courts et aux producteurs de terrain d'avoir beaucoup plus de visibilité. De débouchés. Oui. Et de débouchés. Parce qu'aujourd'hui, on dit toujours les circuits courts. Mais si vous ne leur donnez pas un encadrement et une aide législative, ça ne pourra pas marcher. Et surtout, ces agriculteurs-là meurent à petit feu. Donc il faudrait qu'on fasse baisser de 80% le monopole de la grande distribution, notamment en province. Je pense notamment à des grands groupes comme Intermarché ou Carrefour qui ont une grande mainmise sur ces distributions en province, et permettre aux petits producteurs, les tout petits, de monter cette barre de 20-30% à 50%. Vous verrez que le paysage changerait énormément. Merci beaucoup à tous pour ces pistes de réflexion. On peut poursuivre ce débat autour du gaspillage alimentaire avec vos livres. Je redonne les titres. Manifeste contre le gaspillage aux éditions Fayard d'Arash de Rambarch, de la poubelle à l'assiette contre le gaspillage alimentaire, 10 ans de lutte en France et aux États-Unis. Ça, c'est le vôtre, Marie Mourad, et c'est aux Décisions L'Harmattan. Et extraordinaire, transformer 50 recettes du quotidien pour enfin sortir de l'ordinaire. Ça, c'est vous, Nabil Zemouri, et c'est aux éditions Marabout. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite un bon festival et une bonne cuisine. Voilà. Bonsoir. Merci.